C'est bien, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite review du second film dédié à Nanatsu no Taizai, notamment le film Hensa no Edinburgh, Grudge of Edinburgh, qui était sorti l'année dernière, fin d'année dernière même pour être plus précis, et la seconde partie du film, donc la fin au final, la seconde moitié qui nous manquait, la partie 2, est enfin sortie sur Netflix, et dans une indifférence absolument horrible, disons-le, je suis désolé, mais c'est pas une histoire de communication ou pas, mais ça prouve bien que déjà le premier film n'a pas su convaincre le public, parce que le second, je suis désolé, mais j'ai vu personne en parler pour la sortie du film. Moi je l'ai vu le jour même, quand il est sorti le 8 août, donc vous aurez votre review le lendemain. Moi je tourne cette review le jour même, je l'ai vu ce matin, donc je me suis dit, il était quand même nécessaire de le préciser que le film était sorti, et j'ai vu plein de monde me dire, j'étais pas au courant et tout, c'est n'importe quoi, Netflix ne l'a pas annoncé. Alors il y avait bel et bien des bandes annonces qui étaient sorties sur Netflix France et tout, avec des sous-titres français et tout, mais je trouve que la com autour de ce second film, qui est, et c'est d'ailleurs le sujet, bien meilleur que son prédécesseur, que son grand frère, que le premier film, que la première partie qui est sortie le 20 décembre 2022, et surtout pourquoi est-ce qu'elle est meilleure. Donc on va pouvoir en parler. On va faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé déjà au premier film pour vous rappeler un peu les événements. Elisabeth a été touchée par une malédiction à cause de DS Pierce, le méchant nouveau roi du petit pays qu'est Édimbourg, avec le château et le famoso château. On se doute bien qu'il y a quelque chose qui se trame autour de ce DS Pierce parce qu'il possède un espèce de bâton démoniaque. On apprendra dans ce second film d'où il vient ce bâton et qui lui a donné ce bâton démoniaque, ce bâton du chaos même pour être plus précis. Tristan, le fils donc de Meliodas et Elisabeth, va chercher désespérément à sauver sa mère, à prouver quelque chose, parce que il est incapable de se battre, il a peur de faire du mal à qui que ce soit, donc en fait il a toujours refusé, c'est quelqu'un qui aime pas se battre, et il va prendre son courage à deux mains, partir, essayer de retrouver, parce que grâce à sa magie des déesses, il a pu pister l'endroit où se trouvait la personne qui avait lancé le maléfice, et il se lance dans cette aventure. Il sera accompagné de pas mal de personnages, notamment d'un personnage très important qui nous révélera son identité à la fin du premier film, et sans trop de surprise. Je suis désolé, mais les gens qui n'avaient pas capté que ce personnage, cette fée, était en réalité Lancelot, je suis désolé, mais vous êtes bêtes quand même. Que ce soit la voix, que ce soit le caractère du personnage, je veux dire tout était là pour nous faire comprendre que c'était Lancelot. Bon, il nous révèle son identité comme un gros cliffhanger pour la fin du premier film. Bon, allez, à la limite, je veux bien pardonner ça. Surtout que le premier film avait fait énormément débat, évidemment, pour son animation 3D. On va en parler, ça va se décortiquer donc. On va dire deux gros points en ce qui concerne notamment réalisation, animation. Vous allez voir que j'ai pas spécialement de choses à dire sur la réal et l'animation. J'ajouterai peut-être la musique dedans, allez, pourquoi pas, même si pareil, la musique, j'aurais pas grand chose à dire. Et évidemment le scénario, parce que là il y a des trucs intéressants à dire sur le scénario de ce second film, qui fait office de suite au premier, lol, mais c'est surtout parce que c'est surtout l'importance qu'il a par rapport à l'univers de Nanatsu et pour ce qui arrivera plus tard dans la suite des Seven Deadly Sins, dans la suite de l'univers de Nakaba, parce que oui, ce film a une importance, vous allez très vite le comprendre. Donc Lancelot révèle son identité, donc évidemment Tristan choqué de savoir que c'est lui, et parce que il se rend bien compte que il avait remarqué la cicatrice, il s'est dit ça me fait penser à quelqu'un, mais je sais pas qui et tout. Et il comprend très vite après quand il révèle que c'est Lancelot. Ah mais c'est toi que j'ai blessé quand j'étais petit et tout. Il cherche désespérément à s'excuser de ce qu'il lui a fait, parce que on se rappelle que Tristan ne maîtrise pas ses pouvoirs de démon et il a peur de les utiliser, car s'il, comme à la fin du premier film, utilise toute sa magie, il finit par perdre le contrôle de son corps et va perdre conscience. Il perd le contrôle de tout, de sa conscience, il perd le contrôle de son corps, il perd le contrôle de tout, et il devient une bête enragée qu'on ne peut plus arrêter. Et donc forcément, il cherche désespérément à s'excuser, mais Lancelot lui fait comprendre que va te faire enculer, de toute façon j'en ai rien à foutre. Moi tout ce que je veux c'est aller arrêter des Spears. Ah mais pourquoi tu fais ça et tout, tu viens m'aider et tout. Non mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, moi ce que je veux c'est m'amuser. En fait non, évidemment, vous vous doutez bien que Lancelot a un objectif bien précis, il n'est pas juste là pour s'amuser, même s'il ne dit pas sa véritable intention à Tristan. Il dit qu'il est là pour se marrer et parce que ça le fait rire, mais il a quelque chose d'important à faire, Lancelot, c'est bien pour ça qu'il est là. Mais on voit bien un Tristan surtout, il fonce dans le tas sans réfléchir. Voilà, il est immature, c'est un gamin qui, outre le fait qu'il n'arrive pas à se battre parce qu'il a la flemme, ou plutôt parce qu'il a peur,
et ben il fonce dans le tas quand il faut pas, donc t'as tout le temps Lancelot qui lui dit mais arrête de foncer dans le tas, arrête de faire n'importe quoi, surtout quand il utilise son cheval Escanor, ça m'a fait rire, Escanor le cheval. Je me rappelle pas s'il avait donné le nom du cheval dans le premier film, mais c'était hilarant, voilà, autant le dire, je me rappelais pas du tout, et bah ils arrivent évidemment à rentrer au sein du château de Despirs, aidés par... Alors ça c'est pareil, si personne n'a capté qui c'était avant qu'on révèle son identité à la fin du film, vous êtes débiles, mais vous êtes débiles les gars. À partir du moment où ce personnage fait un pilier de glace qui permet à Lancelot et Tristan de rentrer au sein du château, si vous n'aviez pas capté à ce moment-là, moi j'ai capté tout de suite dès que le perso est apparu. Hein. J'ai su direct qui c'était. Il n'y avait pas eu 36 000 solutions, c'était évidemment Jericho les gars. Hein. Si vous n'aviez pas capté ça, vous êtes débiles, mais débiles. Ouais, je vous prends pour des débiles, parce que là franchement il y a trop d'éléments qui fait qu'on peut pas capter que c'est pas le perso. Je veux dire, c'est évident à 10 000 km. Donc, on rentre au sein du château, et là, bah c'est là où le scénario commence à être un peu cul et chemise, c'est-à-dire bien et pas bien en même temps. C'est que on te présente un personnage de Despirs qui est quand même assez menaçant. Tu te dis qu'il a une arme démoniaque et tout, qui va peut-être causer des problèmes à Tristan et Lancelot. Et au final, bah tu te rends compte que, alors, à la fois, Despirs pue la merde, d'un côté, hein, pour la première partie du combat, et de deux, que Lancelot est puissant, que Lancelot est fort, que Lancelot peut analyser les techniques de Despirs, s'il trouve rapidement une faille à la magie de Despirs, notamment quand il arrive à dévier les attaques de Tristan, donc il arrive facilement à trouver la solution pour contrecarrer les plans de Despirs, donc il prend très rapidement le dessus face à lui, et de l'autre côté Tristan qui essaye de détruire l'espèce de monstre dégueulasse là avec qui ouvre sa gueule, là il y a plein de tentacules, c'est répugnant, c'est la personne qui a lancé du coup la malédiction sur Elisabeth. En parallèle d'ailleurs, c'est important de le savoir, eh ben, ils ont trouvé un remède hein, grâce à une potion conçue dans la magie, enfin dans la forêt des fées, grâce à un arbre sacré. Ils vont trouver un remède pour soigner Elisabeth, donc bon... Ils auraient pu laisser ça de côté, au lieu d'attendre, Tristan il a décidé de foncer, mais voilà, il avait des choses à prouver, donc c'est pour ça qu'il y est allé d'ailleurs, et tout le monde a peur. Pour lui, c'est pas où ils sont passés. Et évidemment, ils vont aller les chercher, les cocos. Hein. Enfin, le chercher lui, tout en sachant qu'ils savent pas que Lancelot est à ses côtés. Ils le savent pas. D'ailleurs, même Ban en sera surpris quand il apprendra que son fils est là. Visiblement, ça fait peut-être très longtemps qu'il l'a pas vu. Et ça fait écho à un chapitre qu'il fallait absolument voir pour comprendre ça. Un chapitre spécial dédié à Lancelot. Il faut l'avoir vu, ce chapitre, pour mieux comprendre, pour mieux appréhender la réaction de Ban. Mais ça, voilà, c'est pas spécialement nécessaire, mais je trouve que c'est important pour ceux qui ont lu le chapitre spécial de comprendre la réaction de Ban, parce qu'il ne verra pas son fils. Hein. Même à la fin du combat, Lancelot s'éclipsera tranquillement sans que quiconque ne l'ait vu, et le seul au final qui aura pu le voir, bah c'est Tristan, hein, voilà. Mais même son père ne l'aura même pas vu, hein, c'est dommage, mais il y a une raison derrière tout ça, et d'ailleurs c'est cette même raison qui poussera indirectement Lancelot à être un perso important dans la suite, mais ça j'en parlerai après. Donc les Taizai rejoindront plus tard la bataille, très intéressant qu'ils les rejoignent. Bon, ils feront pas grand chose, mais c'est juste pour le fanservice, ils sont là, ils font leur petit bail, ils sont pas là, enfin, ils sont pas tous là, mais il y aura King, Diane, Gosser, Meliodas et évidemment Ban, mais ils sont quasi tous là, puisque il manque Escanor et Merlin, mais on sait très bien où est Merlin. Bref, revenons sur Tristan et Lancelot. Ils arrivent à s'en sortir plutôt bien. Le combat est rapidement achevé, en tout cas du côté de Despirs, parce que de toute façon Lancelot il est trop fort, il est beaucoup trop fort, et de l'autre côté Tristan il galère un peu, il n'y arrive pas trop, surtout quand Lancelot se fait attraper par le sceptre magique de Despirs. C'est là que Tristan pète à nouveau un plomb, sauf qu'il a peur. Il se dit mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et en fait Lancelot pendant tout le long du film il lui dit mais n'aie pas peur, pourquoi t'as peur de ça, pourquoi t'as peur d'utiliser ton pouvoir et tout. Mais ça Tristan il n'arrive pas à l'avouer, qu'en fait il perd le contrôle, qu'il maîtrise pas ses pouvoirs de démon et qu'il a peur de les utiliser parce qu'il sait que ça va finir en carnage. Sauf que Lancelot il le pousse à le faire, tout le temps, il lui dit arrête de flipper, arrête d'avoir peur, utilise tes pouvoirs, moi je suis là, de toute façon je suis quasiment aussi fort, voire plus fort que toi, donc t'inquiète pas mon frérot, de toute façon il y aura aucun danger, le seul qui sera en danger c'est Despirs, donc vas-y fonce, et c'est ce que fera Tristan, poussé par Lancelot à utiliser ses pouvoirs démoniaques.
Vous verrez que ça aura une importance aussi pour la suite, et ça encore une fois je le dis, mais pour la suite de Fortnite of the Apocalypse, j'en parlerai dans quelques instants. Pour quelle importance, et d'ailleurs c'est ce pourquoi ce film est meilleur que le premier, et à quel point il est important de le voir. Et donc, c'est une victoire, voilà, on se dit c'est terminé, les Taizai sont arrivés, ils ont détruit l'espèce d'armée de monstres d'armures vides là, vous savez, hein, c'est des armures qui sont animées, mais en fait ils ont rien dedans, c'est juste des armures vides et tout, hein. C'est des trucs qui n'ont pas d'âme. Donc c'est une victoire, on se dit c'est fini. Ah pardon, on est qu'à 36 minutes de film, il nous en reste 15. Allez, faut y aller là, c'est pas fini, c'est forcément pas fini. Donc Des Spears, il cherche à s'en aller. Il se barre, il a plus envie, même s'il revendique ces trucs, comme quoi, bah voilà, il explique. Il réexplique, parce que c'est pas comme si on l'avait déjà su dans le premier film, pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça, hein, quelle était la raison derrière de capturer les fées, de capturer les géants, qu'est-ce qu'il cherche à faire, on le connaissait dans le premier film, mais il le hurle encore une fois à Tristan et Lancelot, histoire qu'on n'ait pas oublié la raison pour laquelle il est méchant dans ce film, voilà. Ça n'empêche pas Tristan de le suivre, et Lancelot évidemment. pourquoi un et pas l'autre, hein, surtout qu'ils n'en ont pas fini avec lui. Il voit Lancelot se focalise sur le bâton, parce qu'il sait que c'est important ce bâton, et qu'il a visiblement quelque chose à faire avec, peut-être qu'il veut le récupérer, le détruire, il le détruira à la fin du film, voilà, vous avez votre réponse. Et il continue à péter un câble, voilà, il pète un câble, et il se transforme en une espèce de monstre jaune, gros, répugnant, gigantesque, qui justifie un tout petit peu, alors un tout petit peu pourquoi le film est en 3D, voilà. Donc j'en parlerai d'ici quelques instants, une fois que j'aurai fini mon analyse du scénario. Donc, ça se finit en un combat assez cool, disons, soit dit en passant, assez cool, entre ce monstre géant qui est Des Spears. Il doute toujours, Tristan, il doute toujours, il est chiant. Il est chiant, en plus d'être relou, il est chiant sur ça, il renfrogne à aller de l'avant, parce que il se dit que ces poupées qui sont attachées avec des chaînes, c'est peut-être des êtres vivants, mais non, pas du tout, surtout qu'il pense que Lancelot est mort quelques minutes avant, après s'être fait... après s'être pris un lance-flamme dans la tronche, mais non, il n'en est rien, hein. On sait tous que Lancelot est surpuissant, donc évidemment que non. Mais une énième fois, il le poussera à utiliser ses pouvoirs, et ce sera l'ultime fois où il utilisera ses pouvoirs de démon. Donc il va complètement se relâcher, il va faire confiance à Lancelot pour au cas où s'il venait à perdre le contrôle, ce qui est le cas, il perdra le contrôle, mais ce qui est sûr c'est que il lui dira vas-y, n'aie pas peur, moi je suis là, si jamais ça tourne mal, de toute façon, je serai capable de t'arrêter, moi, parce que dans le passé, on apprend au final tout ce qui manquait à ce flashback de l'époque, quand Lancelot a été blessé pour la toute première fois par Tristan, et t'as tous les reproches de Lancelot qui finissent par sortir. Que en fait, il lui en a jamais voulu de ce qui s'était passé, de sa blessure. Tout au contraire, il avait absolument envie de continuer le combat, parce qu'il avait enfin trouvé quelqu'un à sa taille. Et le souci, c'est que suite à cette blessure, et que tout le monde a voulu les arrêter, hein, que Meliodas est intervenu pour arrêter Tristan, pour empêcher Lancelot de continuer le combat, parce qu'ils avaient vu que ça a commencé à partir en couille, et lui, Lancelot, en réalité, il avait toujours voulu à nouveau combattre Tristan, et Tristan, à partir de ce jour-là, avait complètement bloqué. Il a dit non, je ne veux plus, j'ai pas envie de te blesser et tout. Et c'est cette raison qui fait que Lancelot a détesté Tristan. C'est pas parce qu'il l'a blessé, mais parce qu'il a refusé de le combattre. Donc il s'est dit, mais frérot, moi tout ce que je veux en fait c'est t'affronter à nouveau. J'ai envie de t'affronter à ton meilleur niveau. Donc tu peux être un plomb, j'en ai rien à foutre. Moi tout ce que je veux c'est t'affronter avec tes plombs pouvoirs. Donc vas-y, défonce-moi ce monstre, et puis après... je t'arrêterai, s'il faut que je t'arrête, je t'arrêterai, je ferai le nécessaire. De toute façon, je suis plus fort que toi, donc j'en ai rien à foutre. Donc vas-y, défonce-le, et après on finira tranquillement le duel. Et c'est ce qui se passera. Tristan n'aura absolument aucune difficulté à défoncer le monstre, ce qui, encore une fois, est un peu dommage, hein. C'est ce qui fait que d'ailleurs, le méchant du film est absolument nul à chier. Alors, je suis désolé, mais Des Spears, il n'y avait pas pire comme choix de méchant, mais... pour rattraper tout ça, on aura le droit à un duel épique, très cool, entre Tristan et Lancelot, qui finira par la victoire de Lancelot. Voilà donc pour le scénario. Qu'est-ce que j'ai à dire spécialement sur le scénario ? Ça casse pas trois pattes à un canard. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas le meilleur truc qui soit. Pourtant, il est nécessaire de dire qu'il c'est quand même vachement mieux que le premier. Ah, je suis désolé, je réitère même d'ailleurs sur ce point, je sais pas si je l'avais dit dans la première review, mais je n'explique pas pourquoi ces films ont été découpés en deux.
il y avait clairement moyen d'en faire un seul et gros film. Parce que si on prend les deux parties qui font tous les deux 53 minutes, bah ça veut dire que le film en tout et pour tout, si on prenait les deux parties et qu'on les enchaîne, au final ça fait pratiquement 1h40 en fait de film. Ça fait 1h40, donc je me dis qu'1h40 au lieu de faire 2 fois 50, ça aurait été vachement mieux. Ça aurait évité de casser le rythme entre les deux, parce qu'il y a eu quand même 6 mois, enfin 8 mois même pour être plus précis, parce qu'entre le 20 décembre et le 8 août, il y a eu 7 mois. Allez, 7 mois et des bananes, pratiquement 8 mois de décalage entre les deux. Forcément, ça explique d'une façon comme ça explique, allez, oui et non, la raison pour laquelle les gens n'en ont rien à foutre de ce second film. Parce qu'il y a eu tellement de décalage que déjà on a oublié ce qui s'est passé dans le premier, et parce que le scénario est tellement pas ouf qu'en fait on en a rien à foutre de voir le deuxième. Parce qu'on sait déjà comment ça va finir. On sait que méchant battu, gentil victorieux, et puis voilà, fin. Donc tu te dis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et on en a rien à faire en fait, on le verra plus tard quand on aura le temps, et puis voilà. Alors que pourtant, je trouve qu'il est quand même nécessaire de le voir dans les temps, ce film, et je vais vous le dire pourquoi. C'est pas spécialement grâce à Des Spears qu'on va voir ce film, tout au contraire, le méchant pue tellement la merde qu'on en a strictement rien à foutre, et que ça n'a aucun intérêt de le voir pour ça. Mais par contre, il y a bien une raison pour laquelle il faut voir ce film, c'est, comme je le disais tout au long de cette partie-là, par rapport à Tristan. Oui, c'est important de voir ce film par rapport à Tristan, parce que ce film met beaucoup en avant ce personnage. C'est pas comme s'il était au centre de toutes les affiches du film, hein, n'est-ce pas? Mais surtout parce que ça va avoir une incidence sur ce qu'on apprendra plus tard et plus précisément même, dans ce tome-là des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Parce que, au cas où, ceux qui passeraient par là et qui connaîtraient pas ce manga, il s'agit de la suite directe de Nanatsu no Taizai. Donc, la suite de ces films. Voilà, ok? Il s'agit de la suite de ces films, parce que ces deux films, Nanatsu no Taizai, Grudge of Edinburgh, sont la suite directe de la série animée. Ok? Au cas où ce serait pas trop compliqué pour vous, il y a eu saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, le film Curse by Light, et ces films, qui sont tous des suites. Ok? Et ensuite, il y a ce manga, Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, et la série animée Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, qui arrive du coup en ce mois d'octobre. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti ces films quasiment à la volée et dans des dates qui se suivent plus ou moins pour ensuite commencer la suite directe, pour continuer, pour être dans une bonne passe, surtout parce que les 4 cavaliers sortiront sur Netflix. Ça me semble plutôt normal. De toute façon, c'est Netflix qui a les droits pour la licence de Nanatsu no Taizai. Donc pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas pour les 4 cavaliers? Mais pourquoi je précise ça, du coup, pour en revenir à mes moutons sur Tristan? Et ben dans ce tome 9, pour être plus précis encore, dans ce tome 9, on apprend des choses en ce qui concerne Tristan et ses pouvoirs de démon. Et ça, pour le savoir et pour en avoir plus d'informations, c'est cool d'avoir vu ces films. C'est pas 100% nécessaire, je suis tout à fait d'accord. Il y en a qui vont me dire, mais on s'en fout de toute façon, on l'apprend dans le manga en question. Mais c'est bien de connaître les origines. C'est bien de connaître la psychologie du personnage quand il est plus jeune, parce que ça se passe quelques années après. Hein, le manga des 4 cavaliers se passe, allez, je crois 5 ou 6 ans après. Alors, de souvenirs, 5 ou 6 ans après, j'ai plus la date exacte entre les deux films, faudrait que je revoie la chronologie de la licence, mais il me semble que c'est à peu près ça. On a du coup un Tristan et un Lancelot plus jeunes, qu'on reverra ensuite dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et si vous voulez en apprendre plus sur le personnage, c'est cool de voir ses films, de voir sa psychologie, de voir ses doutes, de voir qu'il est plus proche de sa mère que de Méliodas, ce qui se reflètera plus tard dans le scénario des 4 cavaliers. On comprendra qu'il est beaucoup plus proche d'Elisabeth que de Méliodas, qu'il y a une raison derrière tout ça, qui explique pourquoi est-ce qu'il est plus proche de lui que d'elle, pardon. Il est plus proche d'elle que de lui, pardon, je me corrige. Et qu'est-ce qu'il reproche à ses pouvoirs, pourquoi est-ce qu'il a peur, et ça se reflètera plus tard dans les 4 cavaliers, du coup, avec Tristan, en fait, avec Tristan qui ne maîtrise pas encore 100% ses pouvoirs de démon. Mais ça, c'est pour ça que je vous invite à lire par la suite, ou à regarder la série animée qui arrive cet automne des 4 cavaliers, parce que ça va jouer un rôle très important. Je sais pas si on arrivera jusqu'à cet arc pour la série, je sais pas combien d'épisodes fera l'animé des 4 cavaliers, mais j'espère au moins qu'on arrive à aller dans les environs du tome 6-7, c'est-à-dire juste avant cet arc, en fait, juste avant cet arc. Donc ça serait bien, mais ça m'étonnerait qu'on arrive jusque là, ou bien qu'on aille au-delà justement de cet arc. Surtout que le manga est dans sa 2e phase en ce moment, je sais pas combien de temps il durera encore, mais c'est pas le sujet.
Pour la dernière partie de cette review, on va parler réalisation, animation, musique. Alors je vais m'attarder rapidement sur les musiques. Kota Yamamoto et Sawano nous ont pondu des masterclass au niveau des musiques. Ça ne bouge pas. Avec une énième, autant le dire, une énième, la 18e version, autant le dire, de Perfect Time. Ouais, on a eu la 18e version de Perfect Time à l'arrivée des Taizai. C'est pas la meilleure des versions, il y a eu mieux quand même. Ma version préférée, c'est quand même celle de Cursed by Light. Oui, je le dis, ma version préférée de Perfect Time, c'est celle du film Cursed by Light, sorti en 2019 ou 2020 ou 2021, je me rappelle plus. Je me rappelle déjà plus à quelle époque est sorti ce film. Mais pourtant, c'est un film très cool. Je vous invite à aller le voir. Mais ouais, les musiques sont très cool. Et puis surtout par le générique de fin, qui est donc le thème du film, chanté par le chanteur, alors j'ai plus le nom, mais c'est le chanteur du groupe de Porno Graffiti, qui avait déjà chanté en solo sur l'opening, enfin le premier opening de la saison 4, donc de la saison finale de Nanatsu. Il avait déjà chanté en solo, et il avait déjà chanté sur des prods de Sawano, parce que là c'est sur une prod de Sawano. J'en avais absolument aucune idée qu'il avait chanté sur une prod Sawano, parce que ça n'apparaissait pas dans les crédits de la série animée. Là c'est bien précisé, Sawano Hiroyuki, 2 points, Akihito machin truc, j'ai plus le nom Okano, Akihito Okano, il me semble que c'est ça le nom du chanteur, donc le chanteur principal du groupe Porno Graffiti. Et c'est très cool, c'est énorme, c'est génial, j'adore. De toute façon, Sawano ne nous déçoit jamais sur les musiques de Nanatsu. Il sera aussi aux commandes de la série des 4 Cavaliers de l'Apocalypse, ça c'est plutôt normal, avec Kota Yamamoto évidemment. Ils sont tous les deux, parce qu'ils font partie du même collectif et du même groupe, on va dire, hein, du même... ils font partie du même... voilà, ils font tout le temps des musiques ensemble, quasiment tout le temps des musiques ensemble. On va dire que... Sawano a formé Kota Yamamoto et qu'il est un petit peu le disciple de Sawano, hein. Et ils font tout le temps des musiques ensemble, quasiment tout le temps en tout cas. Donc c'est pas surprenant de les avoir plus tard sur les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Allez, n'hésitez pas à aller checker les bandes annonces des 4 Cavaliers pour vous rendre compte des musiques qu'on a dans les trailers et à quel point elles sont géniales, parce qu'elles sont faites par Sawano et Kota. Donc c'est important. Niveau réalisation et animation, alors on y est. J'ai pas grand chose à dire, parce que soyons honnêtes, pourquoi ce film est meilleur que le premier, en plus du scénario, c'est surtout parce que son animation est beaucoup, beaucoup mieux. Oui, je le dis, je suis honnête, je ne crache pas dans la soupe, contrairement au premier où j'avais vu la bande-annonce. J'ai été révolté par les bandes-annonces, comme quasiment tout le monde au final, hein, même si je sais que tout le monde, une grosse majorité en voyant les bandes-annonces de ce second film, vont toujours être en train de gerber, parce que c'est toujours de l'animation 3D, c'est toujours par Alfred Imageworks et Marvel Jack, donc forcément c'est de la merde et tout, mais comme tout le monde, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et donc en voyant ce second film, je savais à quoi m'attendre au niveau de la qualité, je savais à quoi m'attendre au niveau de la réalisation et tout, et je dois dire que je suis surpris. Je suis extrêmement surpris, et ça justifie plus ou moins les 7-8 mois de décalage au final. Parce que ce second film, que ce soit au niveau de la réal, ou au niveau de tout, du compositing, au niveau de l'animation, vraiment de manière globale, si on encadre tout, vraiment tout, de A à Z, je trouve qu'il y a quelque chose de vachement mieux. Les personnages sont moins rigides, les expressions faciales des personnages sont vachement mieux. J'ai moins l'impression de voir des robots que dans le premier. Je trouve que l'animation, genre, dans le premier, on avait l'impression que les persos bougeaient en 10 images par seconde. Dans ce second film, je trouve que c'est beaucoup plus fluide, c'est moins piquant à l'œil, c'est moins piquant au visionnage. T'as moins l'impression de voir des persos qui bougent comme ça, comme des robots. T'as l'impression qu'ils ont fait beaucoup mieux, surtout qu'il y a l'équipe 3D de OLM Digital qui a participé à ce film. Je sais pas si c'était le cas au premier, mais si c'est bien le cas pour ce second, ça peut justifier aussi de l'amélioration de la 3D. Et je le dis, je l'ai dit sur Twitter, il y a un axe d'amélioration pour les futurs films de ces deux studios qui est très cool. Franchement, je trouve qu'il y a un très bon axe d'amélioration pour ces équipes qui peuvent faire beaucoup mieux pour la suite. Tant en termes de scènes d'action et tout, je trouve que ça faisait moins scène... vous voyez, vous vous souvenez bien de la toute première scène d'action qu'on avait vue dans les trailers et tout, qui faisait scène de jeu PS2 et tout, et je trouve que dans ce second film, c'est beaucoup moins le cas. Il y en a toujours, il y a ces espèces de plans de caméra faits de profil pour donner l'impression que tu vas appuyer sur la touche X pour jouer l'action et tout. Il y a toujours ces petits trucs, mais c'est moins flagrant, c'est beaucoup plus travaillé. Les plans sur Tristan sont beaucoup plus
joli, il y a un travail d'ombrage qui est beaucoup plus propre sur ce second long métrage, et le combat final est vraiment le point clé, le point final, le plus cool du film. Quel que ce soit le combat de Tristan contre le monstre jaune, là, contre Death Pierce au final, transformé en démon à cause du sceptre, mais surtout lors de son combat final contre Lancelot, qui est exceptionnel tant en termes de musique, tant en termes de mise en scène, tant en termes d'animation que de tout. Il y avait même l'attaque finale de Lancelot est faite en 2D. Je trouvais ça trop cool, les effets, tu vois la colonne de lumière bleue s'élever, c'est de la 2D, c'est pas de la 3D, et je trouve ça énorme de l'avoir fait comme ça. Les explosions, il y en a, ça va pas forcément plaire, les explosions en 3D, mais ça s'imbrique tellement bien dans le décor. Pareil, il y a un plan, ça peut paraître rien du tout, mais il y a un tout petit plan au tout début du film, quand Tristan est à genoux par terre, et qu'il a une main au sol et qu'il serre la main, en fait, qu'il serre la main, et en fait il attrape la terre. Il attrape la terre quand il serre le poing, en fait, hein, quand il dit qu'il a peur de combattre et qu'il a peur d'utiliser ses pouvoirs. En fait, il ferme la main et il prend la terre, en fait, dans sa main. Et tu vois tous les petits fragments de terre qui se décrochent pour quand il plante sa main dans la terre, en fait, hein, et qu'il racle la terre avec sa main. Je trouve qu'il y a un détail particulier. Alors la terre est faite en 3D, mais en fait c'est tellement bien fait que ça pique pas. Ça pique pas, il y a de la 3D qui est dégueulasse, il y a de très bonnes 3D, je pense à un des studios les plus connus pour faire des animations 3D et des studios, des animés en 3D, déjà c'est Orange, certes tout le monde connaît le studio Orange pour Beastar et pour pas mal d'autres séries, mais moi, celui qui m'a fait le plus... qui m'a le plus marqué, en tout cas par rapport à ce film, si je devais faire un comparatif, ce n'est pas avec Orange que je le ferais, parce que Orange c'est encore un niveau au-dessus, mais je le comparerais avec Polygon Pictures. Polygon Pictures qui est extrêmement connu pour faire des animés en 3D, alors non pas pour Netflix, oui pour Netflix, donc c'est pour ça que peut-être que ça m'y a fait penser, pour avoir vu une série récemment, une saison 2 d'une série qui est sortie sur Netflix par Polygon Pictures, j'avais l'impression de voir la même animation 3D, aussi propre, aussi bien travaillée, donc franchement, je dis bravo à toutes les équipes de ce film qui m'ont bluffé, voilà, je le dis, ça m'a bluffé à tous les niveaux. Merci à tous d'avoir suivi cette review, messieurs, dames, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.